Dans un décor idyllique de montagnes enneigées, des drames se tissent, des passions s'exaspèrent, jalousie et désir de vengeance s'insinuent dans le cœur des hommes. Face à la perfidie, les policiers vont devoir déployer leur talent et faire appel à toutes les ressources que leur offre la science criminalistique pour démêler le vrai du faux. West Yellowstone, ville du Montana, est avant tout un lieu de villégiature. Seul un petit millier d'habitants y résident à l'année. En revanche, en saison, les touristes affluent pour admirer la beauté des sites forestiers et le parc national de Yellowstone. West Yellowstone sert surtout de voie d'accès au parc national de Yellowstone. Plus d'1 million de visiteurs y passent chaque année. Il s'agit donc d'une ville touristique. Ronnie et Brad Brisbane sont propriétaires d'un restaurant en ville. Parallèlement, Brad dispense des cours de gym au lycée local. Brad aimait s'amuser. Il aimait la vie. Il était très farceur. Brad était quelqu'un de très fidèle en amitié, quelqu'un d'honnête et de fiable. Il aurait fait n'importe quoi pour aider ses amis. Vendredi 9 novembre 1990, Brad reçoit un appel sur son lieu de travail et quitte la classe de façon impromptue. En fait, je l'ai croisé dans le couloir. Il avait son blouson sur le dos et s'apprêtait à partir. Je lui ai demandé où il allait. Il m'a répondu qu'il allait dépanner un ami et qu'un remplaçant assurerait le cours de sport. Il m'a dit qu'on se verrait pour dîner dans la soirée. Brad déclare se rendre à Belgrade, à quelques 150 km de là, où son ami Larry Moore lui a demandé de le rejoindre. C'était bizarre. Je veux dire, il n'aurait pas abandonné son boulot comme ça, pour rien. Il y avait vraiment quelque chose d'étrange. Plus étrange encore, Brad n'est jamais rentré chez lui. C'est là qu'on a compris que quelque chose n'allait pas. Brad n'était pas rentré, et ce n'était pas dans ses habitudes. Ce comportement ne lui ressemblait pas. Lorsque la police interroge Larry Moore, l'homme reconnaît avoir retrouvé Brad au petit restaurant comme prévu, mais il raconte que son ami était déprimé et ivre. Brad a confié à Larry qu'il en avait marre de la vie, marre de sa femme, marre du restaurant, qu'il allait partir. Il lui a emprunté un peu d'argent et a quitté le restaurant. D'après le témoignage de Moore, Brad est sorti du restaurant. Il est monté à bord d'une voiture rouge immatriculée dans l'État de Washington. Larry Moore dit avoir aperçu une femme au volant, mais il est incapable de l'identifier. Le véhicule de Brad est toujours stationné sur le parking du restaurant et l'on ne relève aucune trace d'acte criminel. Il aimait sa famille. Il n'y avait aucun conflit entre ses proches et lui. Rien ne laissait présager qu'il projetait de quitter les siens. Les gens ne connaissaient pas notre famille, les liens qui nous unissaient. Pour sous-entendre qu'il était peut-être parti, il fallait vraiment ne pas le connaître. Au moment des faits, les familles Brisbane et Moore sont amies depuis des années. La femme de Larry, Shelly, travaille en tandem avec Brad. Elle entraîne l'équipe féminine de basket du lycée, lui l'équipe de garçons. Les enquêteurs ont vent de rumeurs selon lesquelles Brad et Shelly entretiendraient une liaison. Je ne crois pas. Nous avons interrogé Ronnie. Elle ne pensait pas qu'ils étaient amants. Nous avons ensuite parlé à Shelly, qui a nié toute liaison. La seule autre personne qui aurait pu nous éclairer avait disparu. Comme par hasard, Shelly et Larry Moore se sont séparés 2 jours avant la disparition de Brad. Shelly affirme que cette histoire de liaison avec Brad est le pur produit de l'imagination de Larry. Je crois vraiment qu'il pensait que nous étions amants. En fait, elle soupçonnait Larry de s'en être pris à Brad à cause des violences conjugales qu'il avait exercées à son encontre et des accusations d'adultère qu'il portait contre elle. Lorsqu'elle commence son enquête, la police en est réduite à formuler plusieurs hypothèses. Déprimé, lassé de son existence, Brad Brisbane, restaurateur et professeur de gymnastique, aurait abandonné sa famille et se serait enfui avec une maîtresse. C'est du moins ce que laisse penser le témoignage de son ami Larry Moore, le dernier à l'avoir vu. Mais dans ce cas, pourquoi Brisbane n'a-t-il pas préparé sa fugue, ne serait-ce qu'en retirant un peu d'argent pour faire face à des premières dépenses? Or,
aucune somme n'a été soustraite des comptes du couple. La seconde hypothèse suggère que Brad Brisbin entretenait une liaison amoureuse avec Shelley, l'épouse de Moore avec laquelle il travaillait. En dépit des dénégations de cette dernière, les policiers décident de passer la camionnette de Larry Moore au peigne fin. Il m'a autorisé à fouiller le pick-up et il était impeccable. En m'approchant de la caravane, j'ai vu qu'il colmatait des trous à l'aide d'un couteau à mastic. À l'intérieur de la caravane, les enquêteurs relèvent des impacts de balles au niveau du plancher ainsi que dans la carrosserie en dessous. Ils retrouvent également un fragment de balle provenant d'un Magnum 357. Larry déclare à la police avoir un jour tiré sur une souris qui se trouvait dans la caravane lors d'une expédition de chasse. Mais quelque chose attire l'œil des enquêteurs. Un petit fragment de ce qui ressemble à de l'épiderme est accroché à un rideau. C'était à peu près de la taille d'une petite pièce de monnaie. Comment décrire ça? On aurait dit un bout de peau de poulet ou quelque chose comme ça. Ne sachant pas trop ce que nous venions de trouver, nous avons envoyé le rideau tel quel au laboratoire de police scientifique de la ville de Missoula. La méthode d'immunodiffusion ou test Dr. Loney amène à conclure qu'il s'agit de tissu humain. De plus, les striations sont caractéristiques du tissu musculaire. Mais cela ne prouve pas que la personne est morte. On peut parfaitement vivre avec un fragment de tissu musculaire en moins. Mais avant que la police n'ait eu le temps d'interroger Larry Moore à propos de cette découverte médico-légale, arrive un courrier timbré de la ville de Spokane, dans l'État de Washington. La lettre est signée Brad Brisbin. L'homme s'y excuse d'avoir mis les nerfs de chacun à rude épreuve. J'ai décidé de refaire ma vie. Pour y parvenir, je n'avais d'autre choix que de couper les ponts avec le passé. Je crois que c'était le seul moyen de m'en sortir. J'ai la chance d'être épaulé par une femme merveilleuse. Quelques jours plus tard, Larry Moore reçoit une lettre similaire. Cette fois, Brad tient à s'assurer que l'on prend soin de sa femme Ronnie. Je tiens à ce que tous les biens personnels que nous possédons lui reviennent. Je démarre une nouvelle vie avec une autre femme. Mais les enquêteurs décèlent une petite anomalie. Le nom de l'épouse de Brad, Ronnie, est mal orthographié. La lettre adressée au shérif le félicitait pour sa nomination, alors que le shérif est élu. Il y avait donc des erreurs grossières, c'était flagrant. Les enquêteurs analysent alors les lettres en appliquant de la ninhydrine, un révélateur chimique qui réagit aux acides aminés en colorant les empreintes digitales. Après application, les documents sont soigneusement séchés. Les scientifiques trouvent de nombreuses empreintes digitales sur les deux documents, mais aucune ne correspond à celle de Brad Brisbin ou de Larry Moore. Les lettres sont ensuite examinées par un expert en documents. Les deux courriers ont été tapés avec la même machine à écrire. Le papier est bon marché, comme souvent dans les lycées. Les caractères ne présentent aucun défaut, ce qui rend difficile l'identification de la machine à écrire utilisée. Et seule la signature est manuscrite. Nous sommes en présence d'une signature complète et cursive. On distingue des tremblements. Le geste paraît mal assuré et lent. Ce n'est pas un geste machinal. Un état de fébrilité, la prise de médicaments ou même le stress peuvent expliquer cela. Mais on observe aussi ces tremblements quand quelqu'un s'assoit et essaie d'imiter l'écriture de quelqu'un d'autre. Les experts comparent la signature mise en doute avec plusieurs documents signés de la main de Brad peu avant sa disparition. L'échantillon d'écriture que l'on m'a donné à examiner était une carte de vœux. Brad Brisbin y avait écrit un petit mot en bas et avait signé Brad. Tout était écrit en lettres capitales, d'un seul jet. Toutes les majuscules étaient reliées entre elles. C'était un mélange de script et de cursive. L'écriture était vive, assurée. Le geste rapide, fluide, spontané.
Or, la signature présente une graphologie tout à fait différente. Le B majuscule du nom Brad est en fait réalisé en 3 temps. Le geste est interrompu. On a tracé la barre à gauche de la lettre, mais entre le haut et le bas, on a levé la main. Chose intéressante, l'interruption est située à un endroit où l'on s'arrêterait naturellement pour consulter un modèle avant d'écrire la suite. La police soupçonne Larry Moore d'être possiblement l'auteur des courriers, mais peut difficilement se prononcer, cette signature douteuse n'étant pas à proprement parler de l'écriture. Il s'agit d'une reproduction de la signature de quelqu'un. Il ne s'agit absolument pas d'écriture et il est parfois très difficile d'en identifier précisément l'auteur. Sans être capable de dire avec certitude qui a signé la lettre, les experts en documents sont convaincus que ce n'est pas l'œuvre de Brad Brisbane. Je savais que cette lettre était complètement fausse. Mon père ne serait jamais parti comme ça, sur un coup de tête. Si les lettres envoyées au shérif et signées Brad Brisbane ont été écrites par un faussaire, alors qui est-il? Qui a intérêt à faire croire que Brisbane a fugué en compagnie d'une maîtresse et qu'il ne réintégrera pas le domicile conjugal? L'expertise de faux en écriture englobe plusieurs techniques. La graphologie et l'analyse des supports et des outils d'écriture, comme le papier, les stylos, les machines à écrire ou les ordinateurs. Dans ce domaine, l'affaire la plus retentissante concerne sans doute les faux carnets d'Adolf Hitler. Oui, en 1979, le magazine allemand Stern publie une véritable bombe pour la somme de près de 4 millions d'euros. Le journal aurait fait l'acquisition auprès d'un général est-allemand de 62 carnets écrits de la main d'Hitler. Les ventes de Stern s'envolent, jusqu'à ce que des experts suisses arrivent à démontrer que les carnets sont des faux, fabriqués de toutes pièces par Konrad Kurau, un spécialiste des contrefaçons d'objets nazis. Pour en arriver à cette conclusion, entre autres éléments, les experts étaient parvenus à démontrer que l'encollage des carnets contenait des traces de polyester, un produit fabriqué seulement à partir de 1953. Ils affirmèrent aussi que le papier contenait un agent blanchissant, le blancophore, disponible sur le marché 1 an plus tard. Dans notre affaire, les lettres soi-disant signées par Brad Brisbane augmentent la suspicion de la police à l'égard de Larry Moore. C'est pourquoi elle décide d'approfondir l'examen méticuleux de son camping-car. Sur le marchepied de la caravane de Moore, la police relève des traces qui ressemblent à des éclaboussures de sang. Au microscope, les scientifiques découvrent qu'il ne s'agit pas seulement de sang, mais de tissu. Tissu que l'on identifiera comme étant du tissu humain. L'échantillon est composé à la fois de petites cellules granulaires et de cellules plus grosses, dites cellules de Purkinje. La conclusion s'impose. Le fragment provient d'un muscle. Les experts sollicitent toutefois un second avis. Ils ont envoyé le tissu à Mark Cohen, neuropathologiste dans l'Ohio. Celui-ci a examiné l'échantillon et confirmé il provient bien d'un mammifère et plus précisément d'un cervelet de mammifère. C'est un fragment de tronc cérébral. Le cervelet siège à la base du cerveau et commande essentiellement la mémoire et les mouvements automatiques. Le cervelet contrôle le muscle cardiaque. Aucun être humain ne peut vivre sans. Un expert en balistique compare alors l'emplacement du tissu cérébral retrouvé dans la caravane avec les points d'impact de balles. À l'aide d'un laser, il marque le centre de l'impact de balle, puis suit la trajectoire du projectile. Il en déduit que l'auteur des coups de feu a tiré debout. Peu de gens tirent en tenant leur arme en l'air au-dessus de leur tête. Et si l'on imagine qu'un corps se trouvait interposé entre les deux, la distance dont on parle ne dépasse pas quelques centimètres. Ce qui veut dire, par exemple, que la victime ne pouvait pas se tenir debout. L'homme pouvait être effondré ou quasiment à terre. Les experts en balistique examinent ensuite le fragment de balle retrouvé sur le plancher de la caravane et constatent que la trajectoire a dévié.
La déformation aurait été très différente si le projectile avait percuté une surface comme du bois, du béton, une cloison sèche ou du métal. La balle a été ralentie. Plus la trajectoire du projectile est longue, lorsqu'il traverse un corps, un tissu ou un simulateur de tissu, plus il perd en vélocité. Pour identifier l'individu à qui appartient le tissu cérébral, les enquêteurs soumettent l'échantillon à un test ADN, mais ils n'ont aucun corps pour procéder aux comparaisons. Nous pouvons déterminer si ce tissu appartient ou non à la personne disparue. Nous pouvons comparer son ADN à celui des membres de sa famille, des enfants et de la mère de la victime. Un enfant porte 50% du patrimoine génétique de sa mère et 50% de celui de son père. En prélevant un échantillon d'ADN sur les pouces de Brad, ses 4 enfants et sa mère, les scientifiques sont en mesure d'établir le profil ADN de Brad par un processus d'élimination. Pour ce faire, ils recourent à la technique RFLP, la méthode d'analyse ADN la plus élaborée à l'époque. Sans le désigner par son nom, cet échantillon tissulaire appartenait à un individu qui pouvait parfaitement être le père des enfants soumis à l'analyse et le frère de la personne disparue. Les scientifiques analysent ensuite le minuscule fragment de tissu cérébral. Pas plus gros qu'une tête d'épingle, l'échantillon est trop petit pour pouvoir être soumis à un test RFLP. Les scientifiques décident donc de l'amplifier par PCR, un procédé consistant à dupliquer un petit fragment d'ADN en vue de l'agrandir de façon à pouvoir l'analyser. L'analyse ADN par PCR révèle que le tissu cérébral retrouvé dans la caravane de Larry Moore appartient à Brad Brisbin. Je savais que ça allait coller. La confirmation officielle de la correspondance a été un grand moment d'émotion. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le verdict du laboratoire est sans appel. Le minuscule fragment de tissu humain retrouvé dans la caravane de Larry Moore provient du cervelet de Brad Brisbin. En possession de cette preuve médico-légale, recevable devant un tribunal, le médecin légiste requalifie la mort présumée de Brisbin en homicide. Larry Moore est arrêté et accusé de meurtre au premier degré. Compte tenu de la rumeur qui laissait entendre que Brisbin avait une liaison avec la femme du suspect, le procureur est maintenant convaincu que le mobile du crime est la jalousie. Moore reconnaît avoir appelé Brad sur son lieu de travail pour lui demander d'aller faire un tour. Les preuves médico-légales semblent indiquer que les deux hommes se sont retrouvés au restaurant et que Moore s'est arrangé pour attirer Brad à l'arrière de sa caravane. Une fois à l'intérieur, Brad s'est retrouvé piégé. Je vais te montrer dans une seconde. Tu peux me passer les pinces posées là-bas, par terre? Brad est à terre lorsque Moore lui tire plusieurs balles à bout portant. Une balle touche Brad à l'épaule et lui arrache un fragment de muscle. Une autre le blesse à la tête. Personne n'entend les coups de feu à cause des nombreux véhicules qui circulent autour du restaurant routier. Les autorités n'ont pas la moindre idée de l'endroit où Moore a transporté le corps. Il savait qu'il avait le matériel nécessaire à West Yellowstone. Il dirigeait une entreprise d'extraction, il avait à disposition des fosses, et il pouvait donc se débarrasser du corps assez facilement. Les procureurs pensent que Moore a tenté de dissimuler les preuves en nettoyant la caravane à la vapeur et en retirant la moquette. Mais les impacts de balles et les minuscules fragments de muscles et de tissu cérébral convainquent les experts que Brad est mort. Il ne reste plus au procureur qu'à convaincre les jurés. Il est certain que la principale préoccupation d'un procureur est de s'assurer qu'il tient le bon coupable et qu'il y a bien eu meurtre. Quoi de pire que de se rendre compte qu'on a condamné un innocent? Larry Moore nie avoir tué Brad Brisbin et plaide non coupable. Les procureurs soutiennent que Larry Moore a éliminé Brad Brisbin par jalousie, convaincu que Brad couchait avec sa femme, Shelly. Il semble que Moore ait contrefait la signature de Brad sur plusieurs lettres pour embarquer les enquêteurs sur une fausse piste. Les preuves médico-légales démontrent deux choses aux jurés. 1. Que Brad Brisbin est mort. Et 2. Que Larry Moore
et le tueur. We, the jury, find the defendant guilty of the offense of homicide. Moore est condamné à une peine de 60 ans d'emprisonnement. Pour la première fois dans le Montana, une affaire de meurtre est jugée en l'absence de corps. C'est aussi la première fois que l'analyse ADN sert à résoudre un dossier comme celui-ci dans le Montana. Tout juste 2 ans après sa condamnation, Larry Moore fait une nouvelle fois la une des journaux. Accusé cette fois d'avoir fomenté la fabrication d'une bombe dans l'enceinte de la prison. Afin d'éviter les accusations fédérales, Moore consent à conduire les autorités jusqu'au corps de Brad Brisbane. Moore oriente les forces de l'ordre vers un terrain de campement où il a dissimulé le Magnum 357 qui lui a servi à tuer la victime. On l'a retrouvé au pied d'un arbre, dans l'un des terrains de camping de Gallon Canyon. Moore conduit également la police à quelques kilomètres hors de la ville de West Yellowstone jusqu'à une carrière de gravier de laquelle est exhumé le corps de Brad. Il ne nous a rien dit au sujet de l'homicide. Lors de la découverte du corps de Brad, Larry a légèrement blêmi et il est parti s'asseoir dans un véhicule, mais il ne nous a jamais expliqué pourquoi ni comment il avait commis cet acte. Une autopsie du corps de la victime confirme ce que les scientifiques ont affirmé face au jury 2 ans auparavant. La victime a succombé à de multiples blessures par balle au niveau de la tête et de la partie haute du thorax, autrement dit dans la région de la poitrine ou du dos. Même s'il a conduit la police jusqu'au lieu où se trouvaient le corps et l'arme du crime, Moore n'a jamais fait d'aveu, jusqu'à aujourd'hui. Dans une lettre adressée en exclusivité au producteur de ce programme, l'homme admet sa culpabilité. Je suis coupable des faits qui me sont reprochés et je suis soulagé que la vérité éclate enfin grâce aux technologies modernes. J'ai compris que dire la vérité était la seule chose à faire. Pour la famille Brisbane, ces paroles ne sont qu'une bien maigre consolation. Je crois que le plus dur a été d'élever les enfants. Ce n'est pas juste d'avoir à grandir sans père. J'aimerais me retrouver face à Larry Moore et lui demander pourquoi il a tué mon père et qu'il me donne une réponse franche et honnête. Je crois qu'il nous doit bien cela. C'est le minimum qu'il puisse faire pour cette famille. Quand on est adolescent, un drame pareil vous brise complètement. Rien que l'idée que quelqu'un ait commis un tel acte. Les différentes analyses médico-légales ont été autant de pièces qui, une fois réunies, ont permis de reconstituer le puzzle des derniers instants de la vie de Brad Brisbane. Sans cela, nous n'aurions même pas pu prouver que Brad était mort. Il serait encore aujourd'hui porté disparu. L'affaire a été ainsi définitivement bouclée. Le corps de Brad Brisbane a été retrouvé et identifié. L'arme du crime a elle aussi été exhumée et le meurtrier a avoué son crime. Des témoignages tardifs ont permis de mieux comprendre le mode opératoire de l'assassin. Dans l'après-midi du 9 novembre 1990, vers 13h30, après avoir exécuté celui qu'il considérait comme son rival, Larry Moore avait demandé à l'un de ses employés de préparer une pelleteuse. L'employé a ensuite certifié à la police que Moore n'avait ramené l'engin au garage qu'à 17h, le temps pour lui de creuser une tombe sommaire à l'abri des regards. Au cours des interrogatoires, Moore a changé plusieurs fois sa version des faits. Dans un premier temps, il a même affirmé que, sous l'emprise de l'alcool, Brisbane avait pointé un revolver dans sa direction alors qu'il était lui-même au volant de son camping-car. Moore aurait détourné l'arme pour se défendre. Le coup serait parti accidentellement et Brisbane, bien que blessé à la tête, aurait pris la fuite. Ce scénario imaginaire a été démenti par l'analyse de la scène de crime. Après 10 ans de réclusion, Larry Moore a fait une demande de libération conditionnelle. Elle lui a été refusée. Il a renouvelé sa demande tous les 2 ans, comme la loi l'y autorisait, ce qui a encouragé la famille de Brad Brisbane à faire circuler une pétition afin que Moore purge l'intégralité de sa peine, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ses jours.